Bien. Nous poursuivons avec les propriétés chimiques des métaux. Hier, on a vu l'action du dioxygène, c'est-à-dire l'action de l'air humide, l'air sec, et on a vu l'action des acides. Aujourd'hui, nous entamons avec l'action des bases. On avait déjà vu la notion des bases. Exemple de base, nous avons la soude caustique de formule NaOH. Ici, c'est hydroxyde de potassium. Mais là aussi, on peut appeler hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium. Les bases réagissent avec les métaux en donnant un sel et un dégagement d'hydrogène. Cas du zinc, puisque nous, on se limite avec les 4 métaux usuels que nous étudions, à savoir le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. On ne peut pas aller au-delà. Pour le niveau 3e, on va étudier le cas, c'est-à-dire on va utiliser comme acide chlorhydrique, et comme base, on va utiliser la soude. Le reste là, ce n'est pas au programme. Donc ici, nous avons une base, le NaOH plus le zinc. Donc cette base attaque, réagit avec le zinc pour donner le corps qu'on appelle aluminate, plutôt le zincate, pas aluminate, c'est le zincate de sodium. Ici c'est le zincate de sodium, pas aluminate, le zincate. Le zincate. Donc on obtient ce qu'on appelle le zincate de sodium. Zincate de sodium. Plus un dégagement d'hydrogène, on équilibre l'équation ici. On place 2 devant la soude et nous avons la forme équilibrée de l'équation. Vous devrez apprendre comment équilibrer l'équation. Voici en réalité, ça nous aide à écrire la forme ionique. Dès que vous équilibrez, ça nous aide à écrire la forme ionique, l'équation ionique. Et voici l'équation ionique que nous avons représentée ici. En réalité, c'est ce qui se présente. Parce que la soude est une solution. C'est une solution ionique. Mais ici, le zinc est à l'état atomique. Donc, nous donne le zincate, le sodium plus l'hydrogène. On équilibre l'équation. Après avoir équilibré, il faut savoir que dans cette réaction, il y a des ions qui n'interviennent pas. Ces ions sont appelés les ions spectateurs. C'est le cas de l'ion sodium que l'on trouve au premier et au deuxième membre. On les appelle les ions spectateurs, ils ne réagissent pas. Quels sont les ions qui réagissent? Qu'est-ce qui réagit ici? Ce n'est que l'ion hydroxyde et le zinc qui réagissent pour donner l'ion zincate. Alors, l'ion ZnO2- est appelé ion zincate, obtenu par l'action d'une base forte sur le zinc. Voilà, et nous voyons le cas de l'aluminium. La soude réagit avec l'aluminium en présence d'eau. Donc, il faut la présence de l'eau pour que la soude puisse réagir avec l'aluminium. Il se forme l'aluminate de sodium et du dihydrogène. Suivant l'équation, comme nous avons fait ici, vous avez 2NaOH plus 2AN plus 2H2O. Et le corps qu'on obtient ici est appelé aluminate de sodium. Donc ce corps est appelé aluminate de sodium. Plus l'hydrogène, c'est bien indiqué ici. Au premier membre, l'aluminium est à l'état atomique. Donc ici, l'aluminium se trouve à l'état atomique. Ce n'est pas à l'état unique, mais à l'état atomique. Au deuxième, il est à l'état d'ion. Donc, voilà, au deuxième membre, l'aluminium se trouve sous forme, par exemple, d'ion ici, un combiné. Alors, dans cette équation, il y a toujours des ions qui ne participent pas à la réaction, donc ce sont toujours les ions sodium que l'on peut négliger. Et les ions qui participent à la réaction, donc nous avons les ions hydroxyde, l'aluminium et
parce que ça se trouve au deuxième membre. L'ion A2O2- est appelé ion aluminate, obtenu par l'action de la soude sur l'aluminium. Et nous avons dit que, on remarque que la soude n'attaque pas le fer et le cuivre. On peut donc conserver la soude dans ses récipients en fer ou en cuivre. Vous savez, lorsque vous allez au marché, c'est que vous défrisez les cheveux là, que les femmes, c'est d'une couleur blanche, que les femmes vendent au marché. Comment on appelle ça? Voilà, le zazou. Le zazou, c'est une base. C'est une base, laquelle cette base-là, c'est la soude. La soude diluée. Donc c'est cette soude que les femmes utilisent pour défriser les cheveux. Donc la plupart des pays, plutôt des produits conçus pour défriser les cheveux, contiennent la soude. Exemple, les TCD sont des produits qui contiennent de la soude. Et la soude ronge la peau. Lorsque vous manipulez la soude, il faut prendre soin de protéger la peau avec des gants. Donc, le plus souvent, les femmes qui défrisent les cheveux, en réalité, devraient porter des gants. Mais si c'est la soude très concentrée, ça doit vous brûler la peau. Vous allez sentir de la formation des écailles sur la peau, tout ça. Et si c'est plus concentré, alors ça vous brûle. Jamais que vous n'allez trouver qu'on garde, on conserve le zazou dans les récipients en aluminium. Non. Alors, le zazou va détruire les récipients en aluminium. Le plus souvent, on les conserve dans les récipients en plastique, qui va être en plastique, ou encore en fer. Pourquoi? Parce que le zazou est détruit par le zazou détruit l'aluminium. Le zazou, c'est la soude, et ça détruit l'aluminium et le zinc. Donc, on ne peut pas conserver le zazou dans les récipients en aluminium ou encore en zinc. Voilà. Et c'est la fin de cette leçon. Nous passons maintenant à une autre leçon, la dernière. Et nous changeons de leçon. On a fini la propriété chimique des métaux et on est à notre dernière leçon qui s'intitule l'extension de métaux usuels et de l'aluminium. Métaux usuels. Oh, suivez. Alors, nous avons cité des exemples de métaux usuels, c'est-à-dire ce sont les métaux qui sont familiers, c'est-à-dire qu'on utilise un peu quotidiennement ce qu'on appelle les métaux usuels et qui sont faciles à trouver dans la nature. Ce qu'on appelle les métaux usuels, parmi ces métaux, nous avons le fer, nous avons l'aluminium, nous avons le cuivre, le zinc et vous avez le plomb. Bon, il y en a encore. Nous avons parlé des métaux usuels. Comment on trouve ces métaux? Est-ce que ces métaux sont dans la nature, c'est-à-dire sur le sol, où on peut les trouver? C'est-à-dire dans le sous-sol. Et lorsqu'on creuse, directement nous avons le fer, directement nous avons l'aluminium. Ça? Non. Et comment ça se présente? Ça se présente comment? Sous une forme minérale. Sous forme de quoi? C'est comme des pierres. C'est comme des pierres. Sous forme de combinaison. On les trouve sous forme de combinaison. Et comme c'est sous-sol, alors, comment on peut les appeler finalement? Les minéraux. Donc, ce sont des roches. Donc, dans ces roches-là, il y a, c'est-à-dire à l'intérieur de ces roches, nous avons des métaux. Mais est-ce que c'est visible? Lorsque vous avez par exemple cette roche-là, est-ce que c'est visible? Vous pouvez identifier le métal? Est-ce qu'on peut identifier le métal pour ces minéraux? On peut identifier sauf les métaux qui existent à l'état naturel, à l'état natif, comme l'or et le platine. Ceux-là, on peut facilement le voir à l'œil nu. Mais les autres se trouvent sous forme de combinaison. Parfois, tu peux savoir que non, à l'intérieur, il y a le fer. N'est-ce pas? Bien. Mais nous avons déjà les blocs. Ces blocs-là, on les appelle les minéraux, n'est-ce pas? Donc, on va voir d'abord petit un minéral. Petit un minéral. Finalement, comment on peut définir un minéral? Comment peut-on définir un minéral? Qu'est-ce qu'un minéral? C'est une petite roche. Ouais, c'est une roche. On trouve dans le sol. Ah oui, oui. C'est une roche. On trouve dans le
On peut faire quoi? C'est une roche, oui, qui contient au moins un métal, n'est-ce pas? C'est pas seulement un seul métal. Et on peut trouver plusieurs métaux dans le même minerai, mais au moins. Mais s'il n'y a pas de métal, on ne peut pas parler d'un minerai, n'est-ce pas? Donc, un minerai est une roche contenant au moins un métal. Donc, voilà la définition que nous allons noter. Un petit 1, un minerai. Nous sommes sur l'obtention des métaux usuels et leur alliage. Moi, j'avais sorti. Monsieur, nous sommes sur l'obtention des métaux usuels et leur alliage. Et un exemple des métaux usuels. Les métaux usuels que nous allons, c'est-à-dire que nous rencontrons quotidiennement, nous avons le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb et il y en a encore d'autres. Et je vous ai dit que ces métaux se rencontrent en nature sous-sol, sous forme de combinaisons. Et ces combinaisons sont appelées minéraux. Et nous avons défini un minerai comme étant une roche qui contient au moins un métal. Au plus, ça peut être 2, 3, 4, mais qui contient au moins un métal. Donc, s'il n'y a pas de métal, on peut parler d'un minerai. Donc, on peut parler d'un minerai que si et seulement s'il contient au moins un métal. Mais attention, excepté, tous les métaux ne se trouvent pas, ne se rencontrent pas dans la forme de combinaison. Il y a des métaux que l'on trouve à l'état natif, c'est-à-dire à l'état naturel. Exemple, vous avez l'or, vous avez le platine, et rarement vous avez le cuivre. Le diamant n'est pas un métal. Rarement le cuivre à l'état natif. Mais les autres, plus, c'est sous forme de combinaison que l'on trouve sous sol. Et ces combinaisons sont appelées les minéraux. Oh, est-ce que ce sujet-là? Bien. Alors, les minéraux de métaux usuels. Nous avons le fer. Alors, le principal minerai de fer ici, c'est la pyrite ou sulfure de fer, de formule FeS2. Nous avons l'oxyde magnétique ou magnétite, de formule Fe3O4, et le carbonate de fer ou sidérose, FeCO3. Pour le cuivre, nous avons la cuprite ou oxyde cuivreux, de formule Cu2O. La malachite ou carbonate de cuivre, CuCO3. Et nous avons la chalcosine ou encore sulfure de cuivre, nous avons CuS. Pour le zinc, le sulfure de zinc ou blême, de formule ZLS. Nous avons le carbonate de zinc qui peut être noté comme ceci. Le carbonate de zinc, donc nous avons le 16. NCO3. Le carbonate de zinc. Pour l'aluminium, le principal minerai d'aluminium, c'est la bauxite ou oxyde d'alumine hydraté, de formule Al2O3, point virgule 2H2O. Cela veut dire que ce minerai contient de l'eau. Ah oui, il contient de l'eau. Ah oui, mais ceux qui vont faire la chimie minérale, c'est ça. Teneur ou richesse des minéraux. Vous savez, lorsque vous avez un minerai, ce n'est pas par hasard que vous allez exploiter ce minerai. Il faut d'abord un certain nombre d'études. Il faut étudier d'abord ce minerai. Est-ce que si on peut exploiter ce minerai, l'exploitation de ce minerai sera rentable? Alors, raison pour laquelle il faut d'abord chercher à étudier la teneur de ce minerai. En dehors de la teneur, il faut voir maintenant l'étendue également, l'étendue et la profondeur. Tout ça, ça joue. Si on regarde l'étendue et la profondeur, alors on fait les calculs par rapport au prix que vous allez vendre votre produit. Vous allez vous dire que non, ça nous fera par exemple un bon bénéfice. Mais par contre, on vous montre un gisement, vous avez un minerai, et vous mettez à exploiter, vous serez surpris un jour que le minerai va s'épuiser et que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien obtenu. Mais ce sont des études géologiques qu'il faut étudier, il faut faire appel aux experts. Il faut d'abord étudier l'étendue, la profondeur et la qualité du minerai. Et nous avons la teneur ou richesse des minéraux.
Donc, dans le minerai que nous allons exploiter, le minerai que vous allez exploiter par exemple, quelle sera, c'est-à-dire la masse, c'est-à-dire qu'on va regarder la teneur, la quantité du métal par rapport vraiment à ce minerai-là. Donc voilà ce qu'il faut faire. Alors, comment on va calculer cette teneur? La teneur, c'est la proportion du métal pur contenu dans un minerai. Alors, on évalue cette teneur en pourcentage. Donc, on prend d'abord une certaine masse du minerai. Ça se fait, je crois, au laboratoire. On l'exploite. On prend d'abord les échantillons. Chez nous ici, au Congo par exemple, c'est pas aussitôt. On l'exploite, on prend d'abord les échantillons et on l'envoie à l'étranger pour étudier, pour vérifier la teneur de ces minéraux. Parce que nous n'avons pas ici les machines de transformation. Il faut envoyer à l'étranger pour étudier cette teneur. Et quand ça arrive, on va voir comment si on peut exploiter. Pour tant, par exemple, de grammes de minerai, on peut avoir tant, par exemple, de métal pur. Et on fait les études et on évalue tout. Et en ce moment, on peut passer à l'exploitation. Donc, teneur égale masse de métal pur dans le minerai sur la masse totale du minerai. Le tout multiplié par 100. Donc, on évalue ça en pourcentage. Remarque, attention. Un minerai peut contenir aussi des métaux sans valeur. Prenons le cas, mais bien sûr, si je veux exploiter le fer, est-ce que vous suivez là? Si je veux exploiter le fer, par exemple, le minerai de pyrite, la pyrite par exemple. Dans la pyrite, en dehors du fer, on peut trouver peut-être de l'or à l'intérieur, c'est-à-dire il y a quelques grains d'air, plutôt quelques grains d'or dans ce minerai. Mais ce que je veux, c'est quoi? Ce que je veux, c'est le fer. Cela veut dire que pour moi, l'or n'a pas de valeur. Mais si on prend ça, c'est que vous êtes voleur. Ah oui, vous exploitez le fer et non de l'or. Normalement, quand vous trouvez un minerai, on devrait le mettre. Puisque vous exploitez seulement le fer. Mais comme... ah oui, mais voilà. Donc, ces métaux-là que l'on trouve, qui sont menés, par exemple, sur le sulfure de fer, que vous ne voulez pas exploiter, on les appelle les métaux sans valeur. Vous avez... Et les métaux sans valeur, là, pour ceux qui exploitent, constituent maintenant la gamme, puisque ce sont des métaux sans valeur. Chez nous, la valeur, c'est seulement le fer. Donc, ajouter ces métaux, la matière terreuse, quelques débris, ça constitue ce qu'on appelle la gamme. Donc, ce sont les trucs sans valeur. Donc, c'est la gamme. La métallurgie. Après avoir soutiré ces blocs de pierre, ces blocs du minerai sous-sol, ce sont voilà, ce sont des morceaux vraiment, des gros morceaux que l'on soutire du sol. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde ces gros morceaux-là? Aussitôt vous avez, par exemple, le métal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut les séparer. Il faut les séparer, les gros morceaux-là. Comment? Il faut les casser. Il faut les casser. Mais il n'y a pas seulement que casser, parce que notre objectif, c'est d'obtenir le métal. Il faut faire quoi finalement? Si on doit les casser, les nettoyer. Il faut un certain nombre d'opérations, un certain nombre de procédés pour obtenir le métal. Et cet ensemble de procédés que je veux mettre en jeu pour extraire le métal, pour soutirer le métal minerai, est appelé la métallurgie. Voilà ce qu'on va voir, la métallurgie. Donc, on va d'abord définir ce que c'est la métallurgie. Si vous achetez par exemple l'haricot au grand marché, les femmes, dès que vous arrivez, vous faites directement, vous mettez l'haricot dans l'eau et vous mettez au feu. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut choisir. Ce choix est appelé trier. C'est le triage. Hein? Il consiste à quoi ici? À enlever les mauvaises graines, mettre les mauvaises graines de côté
et récupérer les bonnes graines. Donc, dans le minerai également, c'est ça. Dans le minerai, surtout les minerais qui existent à l'état natif, c'est-à-dire dont le métal se trouve à l'état naturel, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut effectuer ce qu'on appelle le triage. C'est-à-dire c'est un choix qui se fait à la main. Vous prenez le minerai, c'est-à-dire vous prenez les parties utiles du minerai, vous mettez de côté, et les parties inutiles, vous mettez de l'autre côté. Et ça, c'est pour enrichir, c'est-à-dire augmenter le pourcentage, c'est-à-dire de votre minerai en métal. Triage à la main. Alors, comme on dit à la main, c'est une opération qui s'effectue à la main. Voilà. Il s'effectue. Le triage, il s'effectue à la main. Et permet de séparer les parties riches. Les parties riches du minerai des parties pauvres. Le triage à la main s'effectue à la main. Il permet de séparer les parties riches minerais. Donc le triage magnétique. Magnétique vient de quoi? Lorsqu'on parle magnétique, ça vient de quoi? J'ai vu la magnétisation, genre. Oui, magnétique, ça vient de quoi? Très bien. Donc ça vient de l'aimant. Triage magnétique. Avant, le triage était fait à la main. Mais ici, c'est un triage magnétique. Vous savez que surtout les métaux, comme le fer, le métaux est là. Oh, c'est pas là. Alors, ce triage est plus utilisé pour les minerais de fer qui ont des propriétés magnétiques. Triage magnétique. Il est plus utilisé pour les minerais de fer. Il est plus utilisé pour les minerais de fer. De fer. Il permet de séparer. Il permet de séparer les parties riches en fer, les parties riches en fer, des parties pauvres. Des parties pauvres. Mais en utilisant un électroaimant, oui. Bien, alors, suivez que l'attraction avec les autres aimants là, l'attraction est faible pour soulever un grand bloc du minerai. Pour les minéraux contenant le fer, vous savez que le fer est attiré par les aimants. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Parce que le fer a une propriété magnétique. On va utiliser ce qu'on appelle les électroaimants où l'attraction est forte. Et cette attraction-là augmente avec l'intensité du courant.
Donc on prend comme une grue qui a un électroaimant. On fait passer l'électroaimant au-dessus du minerai de fer. Et l'électroaimant va attirer les blocs du minerai contenant un grand pourcentage de fer et laisse les parties pauvres. Et ce triage-là, il ne s'effectue pas plus à la main, mais ce triage s'effectue maintenant avec un électroaimant. Alors ce triage est appelé triage magnétique. En dehors, donc nous passons maintenant à le traitement de procédé mécanique, donc A1. On passe maintenant à B. B maintenant. Concassage. Et broyage. Et broyage. Concassage et broyage. Concasser. Vous avez les gros morceaux qui sont là. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut les utiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Casser. Il faut les casser. Pour obtenir, il faut les casser pour obtenir les petits morceaux. Et broyer aussi, c'est dans le même sens. Est-ce que à la cité, vous avez déjà vu, c'est-à-dire là où on peut faire le concassage? Oui, à peu près quoi ici? On prend. À la forge. Oui, à la forge. Oui, c'est-à-dire qui fonctionne semblablement au concassage et au broyage. À peu près quoi? Ah oui. Vous avez déjà vu le moulin qu'on écrase le foufou, non? Voilà. On amène d'abord les gros morceaux. Je n'ai pas dit que le foufou c'est un minerai, mais ça fonctionne à l'image. On amène d'abord les gros morceaux, on met dans le concasseur, dans cette machine-là, comme un concasseur. Et ça va broyer pour transformer le minerai en petits morceaux ou en poudre. Est-ce que vous voyez là? Donc il consiste à casser. Ah oui, même votre main là, ça coupe, ça dépend aussi de l'intensité. Donc, le concassage permet de réduire les blocs du minerai en fragments de plus en plus petits ou en poudre. Il permet de réduire les gros morceaux du minerai en petits morceaux. En petits morceaux. Ou en poudre. Et nous avons également la lévitation. C'est la lévitation. La lévitation. Bien là, il est plus utilisé pour les minéraux qui existent à l'état natif. Oui, les métaux qui existent à l'état natif. La lévitation est plus utilisée pour des métaux qui existent à l'état natif. Il fait appel à un courant d'eau. Et tel que l'or, voilà comment ça se passe. Vous avez une caisse ici. Suivez. Et cette caisse a des compartiments. Oui. Et là, Vous avez ici une cuve à chargement. Cuve à charge. Et vous avez des petits trous ici. Que se passe-t-il? Vous savez que l'or est mêlé au sable.
a du sable. Quand on exploite, l'or est contenu dans le sable. Vous prenez ce sable, vous mettez dans cette caisse. Voilà le principe de la liquidation. Vous mettez dans cette caisse. Vous remuez et vous versez de l'eau ici. Vous versez de l'eau ici. Vous versez de l'eau tout en remuant. Et lorsque vous remuez, le sable tombe et le sable est emporté par le courant d'eau. Maintenant, l'or plus dense tombe au fond des rigoles ici. Pas ici, c'est difficile de trouver l'or ici. Mais l'or tombe au fond des rigoles parce que l'or est plus dense que le sable. Et le sable est emporté par le courant d'eau ou encore le sable se trouve sur les surfaces. Mais